Encore des bons alimentaires? Rit ma sœur. Papa s'étouffait avec son vin alors que le majordome apportait l'édition de demain du magazine Capital, découvrez la PDG milliardaire la plus secrète de la tech. Mon nom est Christine Dubois, j'ai 36 ans, et j'ai toujours été la déception de la famille. Derrière mon apparence ordinaire et mes vêtements de friperie se cache un secret qui ferait s'étouffer mes proches si prompts à juger avec leur vin coûteux. Ce soir, dans la luxueuse propriété de mes parents, ma sœur Diane fera ses remarques acerbes habituelles sur mes finances. Elle est loin de se douter que, demain matin, mon visage ornera la couverture du magazine Capital. Le majordome a déjà un exemplaire en avant-première. J'ai grandi dans une banlieue cossue de Paris, dans une vaste demeure de style néocolonial avec 6 chambres, un court de tennis, et des parents qui mesuraient le succès exclusivement à l'aune des diplômes de grandes écoles et des relations sociales. Mon père, Robert Dubois, a bâti son cabinet d'investissement à partir de zéro, et ma mère, Éléonore, venait de la vieille fortune, son nom de famille ouvrant les portes des cercles de l'élite parisienne. Dès la maternelle, ils ont tracé mon chemin, des écoles privées prestigieuses, une prestigieuse grande école parisienne, comme mon père, puis une carrière respectable dans la finance ou le droit, culminant avec un mariage dans la bonne famille. Diane, mon aînée de 3 ans, a suivi ce schéma à la perfection. Major de promotion au lycée Saint-Louis, mention très bien à notre grande école, puis une faculté de droit réputée. Elle a épousé Benoît Leclerc, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de Lyon. Diane est devenue exactement ce que mes parents voulaient, et elle ne me l'a jamais laissé oublier. J'étais différente dès le début. Pendant que Diane maîtrisait le piano et excellait au tennis, je passais des heures à démonter des ordinateurs et à les reconstruire avec des modifications. Ma chambre ressemblait à un petit atelier d'électronique quand j'avais 12 ans. Mes parents toléraient mon hobby parce que je maintenais toujours d'excellentes notes, mais ils n'ont jamais compris ma passion. Les ordinateurs, c'est pour le service informatique, Christine, disait mon père avec dédain. Les femmes Dubois dirigent des organisations, elles ne se cachent pas derrière des écrans. Quand j'ai été admise à notre grande école par mes propres mérites, mes parents ont été soulagés. Enfin, je me conformais. Mais au milieu de ma 3e année, j'ai découvert une faille de sécurité dans le réseau universitaire qui aurait pu compromettre les données personnelles de milliers d'étudiants. Après avoir alerté l'administration et aidé à résoudre le problème, j'ai réalisé ma vocation. J'ai abandonné le semestre suivant pour lancer ma start-up. La réaction de la famille fut nucléaire. Tu as jeté une éducation de grande école pour jouer avec des ordinateurs. Ma mère a pleuré pendant des jours. Mon père a menacé de me couper les vivres, pensant que cela me forcerait à retourner à l'école. Quand j'ai tenu bon, il a mis ses menaces à exécution. Diane, toujours la fille loyale, s'est rangée entièrement de leur côté. Tu le regretteras toute ta vie, m'a-t-elle dit froidement. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le vrai succès. Avec seulement 5 000 € d'économie et un prototype d'algorithme de sécurité que j'avais développé, j'ai emménagé dans un petit studio à Toulouse. Ces premiers jours furent brutaux. Je vivais de nuits instantanées et travaillais 18 heures par jour. 6 mois plus tard, mes économies épuisées et aucun intérêt d'investisseur en vue, j'ai ravalé ma fierté et demandé l'aide alimentaire. Le jour où j'ai utilisé des bons alimentaires pour la première fois, Diane a appelé pour se vanter de sa promotion au poste d'associé junior dans son cabinet d'avocat. « Comment va ton petit projet informatique ?» a-t-elle demandé, sans attendre de réponse avant de se lancer dans ses propres nouvelles. Je n'avais jamais parlé de mes bons alimentaires à ma famille, mais Diane l'a découvert d'une manière ou d'une autre par une connaissance commune. Elle a tenu à le mentionner négligemment lors du dîner de Noël cette année-là. Au moins, tu reçois de la nourriture gratuite quelque part puisque tu ne peux plus contribuer au repas de fête, a-t-elle dit gentiment en me tendant la purée de pommes de terre. Ce que ma famille n'a jamais compris, c'est que mon petit projet informatique avait un potentiel énorme. J'avais développé un système de sécurité basé sur l'IA capable de prédire et de prévenir les cyberattaques avec une précision de 97%, bien au-delà de tout ce qui existait sur le marché. Mais les investisseurs se méfiaient d'une jeune femme qui avait abandonné ses études et n'avait aucune relation. Après ce dîner de Noël humiliant, j'ai pris 2 décisions qui allaient tout changer.
Premièrement, je réussirai sans aucun soutien familial ni relation. Deuxièmement, quand mon entreprise décollerait, je resterai anonyme en tant que PDG et fondatrice. Il a fallu encore 8 mois de quasi-pauvreté avant que Catherine Moreau, une investisseuse chevronnée dans la technologie qui comprenait réellement ma technologie, ne me donne ma chance. Son investissement initial de 500 000 € a maintenu l'entreprise à flot suffisamment longtemps pour perfectionner le produit et obtenir notre premier client, une banque régionale préoccupée par l'augmentation des cybermenaces. À mesure que Cybervision gagnait des clients, je me suis assuré que mon identité restait confidentielle. Sur le papier, j'étais simplement Christine Dubois, directrice du développement produit. Nous avons créé une PDG fictive nommée C. Dubois, qui n'apparaissait jamais en public, communiquant uniquement par des déclarations écrites et occasionnellement des conférences téléphoniques où seule sa voix était audible, ce qui était en fait moi utilisant un léger déguisement vocal. L'entreprise a connu une croissance exponentielle au cours des 10 années suivantes. Du secteur bancaire, nous nous sommes étendus aux contrats gouvernementaux, aux systèmes de santé, finalement, aux marchés internationaux. Chaque grande entreprise technologique a tenté d'identifier C. Dubois, proposant des partenariats et des acquisitions, mais j'ai maintenu mon anonymat, communiquant par l'intermédiaire de représentants soigneusement choisis. Pendant ce temps, ma famille pensait toujours que j'étais en difficulté. Je vivais intentionnellement en dessous de mes moyens, habitant une maison modeste dans un quartier de classe moyenne de Toulouse, conduisant une voiture fiable mais banale, et portant des vêtements pratiques et discrets. Lorsque je rendais visite à ma famille, ce qui devenait de plus en plus rare, je maintenais l'image de quelqu'un qui se débrouille juste. Diane, qui avait maintenant 2 enfants dans des écoles privées et une maison de vacances sur la Côte d'Azur, ne manquait jamais une occasion de souligner le contraste entre nos modes de vie. Mes parents, bien que moins ouvertement cruels, exprimaient clairement leur déception de manière subtile, allant de questions pointues sur ma planification de la retraite à des offres d'aide financière qui n'étaient en réalité que des rappels de mon échec perçu. Le mois dernier, Capital a contacté Cybervision pour un article de fond. Après une décennie de succès, et l'entreprise étant maintenant évaluée à 11 milliards, notre conseil d'administration a estimé qu'il était temps de révéler le mystérieux fondateur. Après mûre réflexion, j'ai accepté que l'histoire coïncide avec le lancement d'un produit révolutionnaire de cybersécurité personnelle capable de protéger les utilisateurs individuels contre les escroqueries et les tentatives d'usurpation d'identité les plus sophistiquées. L'interview a eu lieu à notre siège social de Toulouse, avec des photographies professionnelles prises en toile de fond de nos laboratoires de développement. J'ai parlé ouvertement de mon parcours, des innovations technologiques que nous avions créées et des raisons pour lesquelles j'étais restée anonyme si longtemps. Dans la technologie, surtout en tant que femme, être sous-estimée peut être un avantage, ai-je expliqué. Cela a permis au travail de parler de lui-même. Le numéro devait sortir en kiosque demain. Le titre, Découvrez la PDG milliardaire la plus secrète de la tech. Ma fortune personnelle, estimée de manière conservative à 4,2 milliards d'euros, allait être rendue publique. Ma famille allait enfin apprendre la vérité sur leur supposée fille ratée. Et par pure coïncidence, ce soir était le dîner du 40e anniversaire de mariage de mes parents. L'appel de mon attaché de presse est arrivé alors que je m'habillais pour le dîner. Christine, le numéro de Capital est distribué plus tôt que prévu. Certaines copies arrivent déjà chez les abonnés aujourd'hui au lieu de demain. Mon rythme cardiaque a doublé instantanément. Et la région de mes parents ? Les Yvelines devraient être livrées demain matin comme prévu, mais l'accès en ligne à la version numérique sera disponible à minuit ce soir. J'ai vérifié ma montre. 18h30. Le dîner commençait à 19h. Techniquement, je pouvais encore assister à la célébration de l'anniversaire et partir avant que quiconque ne voie l'article. Mais quelque chose en moi voulait être là quand il découvrirait la nouvelle. 10 ans de condescendance et de jugement méritaient une place au premier rang pour la révélation. Merci pour l'information, ai-je dit à mon attaché de presse. Je dois y aller maintenant. Dîner de famille. Elle a ri, connaissant la situation. Bonne chance. Appelle-moi après le feu d'artifice. J'ai raccroché et j'ai fixé mon placard, remettant soudainement en question mon choix de tenue.
Une partie de moi voulait apparaître pour une fois dans des vêtements de créateur pour leur donner un indice avant la grande révélation. Mais la partie plus sage savait que l'impact serait plus grand si je maintenais mon apparence habituelle jusqu'au tout dernier moment. J'ai choisi un simple chemisier noir, un jean foncé et des ballerines confortables, finissant avec un maquillage minimal et mes cheveux attachés en une queue de cheval pratique. En me regardant dans le miroir, j'ai vu exactement ce que ma famille s'attendait à voir. La modeste et discrète Christine, qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Parfait. Le trajet de mon hôtel à la propriété de mes parents a duré 20 minutes. J'aurais pu me permettre de séjourner dans un endroit plus luxueux qu'un hôtel de catégorie moyenne près de l'aéroport, mais les vieilles habitudes ont la vie dure et maintenir les apparences était devenu une seconde nature. Alors que je tournais dans la longue allée privée menant à la maison, les souvenirs ont afflué, apprendre à faire du vélo sur ce pavé lisse. Les fêtes d'été où je me sentais toujours mal à l'aise parmi les enfants des amis de mes parents. Le jour où j'ai chargé ma voiture pour partir à Toulouse, mon père me regardant avec désapprobation depuis le perron. La maison elle-même était imposante, de style néocolonial avec des colonnes blanches et une symétrie parfaite. La lumière débordait de chaque fenêtre, illuminant la pelouse impeccable et les haies taillées avec précision. 3 véhicules de luxe occupaient déjà l'allée circulaire. La Mercedes de mes parents, le Range Rover de Diane et Benoît, et une Jaguar que je ne reconnaissais pas, appartenant probablement à mon oncle Henri, le frère de mon père. J'ai garé ma Toyota de 5 ans derrière la Jaguar. Le contraste était presque comique. Prenant une profonde inspiration, j'ai saisi le sac cadeau contenant une bouteille de vin onéreuse que personne ne saurait coûter plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes, et je me suis approché de l'énorme porte d'entrée. Avant que je ne puisse sonner, la porte s'est ouverte, révélant Jacques, le majordome de longue date de mes parents. Contrairement à ma famille, Jacques m'avait toujours traité avec un respect sincère. « Mademoiselle Christine, bienvenue chez vous », dit-il chaleureusement. « Puis-je prendre votre manteau ? » ? « Merci, Jacques. »« Comment allez-vous ? » ? »« Très bien, merci. »« Et vous ?» Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de connaissance qui me fit me demander s'il connaissait mon secret. Mais c'était impossible. « Je vais bien, merci », ai-je répondu en lui tendant le vin. « Une belle sélection », a-t-il commenté, examinant la bouteille avec une appréciation qui suggérait qu'il en reconnaissait la qualité malgré l'absence d'emballage ostentatoire. La famille est réunie dans le salon principal. J'ai hoché la tête avec gratitude et me suis dirigé vers le bruit des conversations et de la musique classique. À chaque pas, je me sentais me rapetisser dans le rôle que j'avais joué pendant des années. La fille cadette qui n'avait pas réussi, la déception de la famille, l'exemple à ne pas suivre qu'ils racontaient aux enfants de leurs amis sur l'importance de terminer ses études. Les voix se sont faites plus fortes à mesure que j'approchais du salon. Le rire distinctif de Diane, aigu et maîtrisé comme tout le reste chez elle. Les tons plus doux de ma mère, toujours mesurés. Le baryton autoritaire de mon père, habitué à commander les pièces et les autres voix. Famille, amis et proches étaient réunis pour célébrer 4 décennies de ce que tout le monde dans leur cercle considérait comme un mariage modèle. J'ai marqué une pause dans l'embrasure de la porte, observant la scène avant que quiconque ne me remarque. Ma mère, élégante à 68 ans, dans une robe tailleur bleu marine, acceptait les félicitations d'un petit cercle d'amis. Mon père, distingué avec ses cheveux argentés, discutait de quelque chose avec l'oncle Henri près de la cheminée. Diane et Benoît trônaient sur le canapé en cuir coûteux, leur posture parfaite et leur tenue coordonnée digne d'un magazine de style de vie. Ma cousine Mélissa m'a repéré la première. « Christine, tu es venue. » Son salut enthousiaste a attiré l'attention de tous vers l'entrée. Instantanément, l'énergie de la pièce a changé. Le sourire de ma mère est devenu légèrement forcé. L'expression de mon père est restée neutre, mais ses épaules se sont raidies. Les yeux de Diane ont effectué une évaluation rapide de ma tenue, son léger sourire narquois indiquant qu'elle la trouvait adéquatement décevante. « Chérie, tu es venue, » dit ma mère, traversant la pièce pour me faire la bise sur les 2 joues. « Nous n'étions pas sûrs que tu puisses te libérer de ton travail. » L'ironie de sa remarque faillit me faire rire. Si seulement elle savait ce que « se libérer du travail » impliquait réellement pour moi,
devoir reprogrammer des appels avec des leaders technologiques internationaux et déléguer des décisions sur des contrats de plusieurs millions d'euros. Je ne l'aurais pas manqué, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, c'étaient toujours mes parents, et une partie de moi avait toujours espéré leur approbation. Christine a reconnu mon père d'un hochement de tête, sans prendre la peine de traverser la pièce. Heureux que tu aies pu venir. Diane s'est approchée, Benoît un demi-pas derrière elle. Petite sœur, a-t-elle dit en m'étreignant froidement. Ce haut tient bien le coup. Ce n'est pas ce que tu portais à Noël il y a 2 ans. Et ainsi commença. Les piques subtiles, les compliments déguisés, les rappels de mon statut perçu. Le poids de tout cela me semblait presque réconfortant par sa familiarité, comme un pull inconfortable que l'on porte trop longtemps pour s'en défaire. Diane, tu es ravissante comme toujours, ai-je répondu calmement. Les 30 minutes suivantes furent consacrées à des conversations anodines avec des proches que je voyais rarement. Chaque conversation tournait inévitablement autour de ce que chacun dans la pièce avait accompli récemment. Le nouveau yacht de l'oncle Henri. La fille de ma cousine Mélissa admise à Polytechnique par admission anticipée. Le récent article sur Diane dans une revue juridique. Le portefeuille immobilier en expansion de Benoît. Quand on me posait des questions sur ma vie, je donnais mes réponses vagues habituelles sur le travail, occuper mes bons, et j'esquivais les questions sur ma vie sentimentale ou l'achat d'une propriété. Chaque évasion renforçait leur hypothèse collective, Christine est toujours en difficulté. N'a toujours pas trouvé sa voie. Toujours la retardataire de la famille. Alors que Jacques annonçait que le dîner était servi, je me suis surprise à me demander ce qu'il dirait s'il savait que j'avais récemment fait un don au département d'informatique de mon ancienne grande école plus important que tout ce que mon père avait donné de toute sa vie. Dès demain soir, il saurait cela et bien plus encore. L'anticipation rendait le flot constant de condescendance presque amusant. La salle à manger formelle était une vitrine de vieille richesse et de curation méticuleuse. Un lustre en cristal pendait au-dessus d'une table en acajou pouvant asseoir 20 personnes, bien que ce soir elle fût dressée pour 10. Porcelaine fine, argenterie et verre en cristal scintillaient sous l'éclairage chaleureux. Des arrangements floraux frais parfumaient l'air, et le mur de fenêtre offrait une vue sur le jardin illuminé au-delà. Des marque-places dirigeaient chaque invité vers son siège assigné, et je n'ai pas été surprise de me retrouver à l'extrémité de la table, à côté de Colette, la femme de l'oncle Henri, et en face de ma cousine Mélissa. Diane et Benoît étaient assis près de mes parents en bout de table, place d'honneur pour la fille préférée et son mari parfait. Jacques et un autre serveur que je ne reconnaissais pas ont commencé à verser le vin alors que nous nous installions. J'ai remarqué avec un amusement secret que c'était une bouteille différente de celle que j'avais apportée. Mes parents insistaient toujours pour contrôler chaque détail, y compris quel cadeau était digne d'être utilisé. Un toast, annonça mon père, levant son verre une fois que tout le monde fut servi. Aux 40 ans avec la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Éléonore, tu as été ma partenaire, ma conscience et mon cœur. À 40 ans de plus. Les verres s'entrechoquèrent et des murmures d'approbation parcoururent la table. Le mariage de mes parents, malgré toute sa rigidité traditionnelle, était sincèrement solide. Ils avaient construit leur vie selon une vision spécifique et l'avaient exécutée impeccablement, des carrières aux enfants en passant par le statut social. Le fait que Diane s'insérait parfaitement dans cette vision, tandis que moi non, était simplement une déviation malheureuse qu'ils avaient appris à justifier. Et à nos merveilleux enfants, ajouta ma mère, qui nous ont apporté tant de fierté et de joie. Diane, qui dirige son département dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Lyon tout en élevant 2 beaux enfants, et Christine, qui a toujours tracé sa propre voie. La pause avant a toujours tracé sa propre voie en disait long. C'était leur manière polie de reconnaître mon existence sans approuver mes choix. J'ai souri et siroté mon vin, le trouvant médiocre malgré son étiquette coûteuse. Le premier plat arriva, une délicate soupe de courges buternues que Jacques servit avec une précision rodée. La conversation tournait autour des relations d'affaires, des vacances récentes et des réalisations de divers amis de la famille. Je contribuais peu, laissant mon oncle dominer notre bout de table avec des histoires sur son récent voyage de golf en Écosse. Alors Christine appela Benoît de l'autre bout pendant un accalmie dans la conversation. Diane me dit que tu es toujours dans cette petite entreprise technologique.
Qui fais-tu exactement? Du support informatique? Son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et la trouvait suffisamment peu impressionnante. Diane sourit encourageamment comme si elle était sincèrement intéressée par ma réponse plutôt que de préparer une autre occasion de souligner le contraste entre nous. Je travaille dans le développement de logiciels de sécurité, ai-je répondu simplement. Cela semble technique, dit ma mère avec le même enthousiasme qu'elle pourrait utiliser pour décrire une chirurgie dentaire. Mon père fronça légèrement les sourcils. Y a-t-il beaucoup d'avenir dans ce rôle? À ton âge, tu devrais penser aux opportunités d'avancement. Il y a toujours besoin de bons informaticiens, offrit gentiment l'oncle Henri, bien que sa formulation montrait clairement qu'il considérait cela comme un travail manuel. Je suis sûre que Christine fait de son mieux avec son parcours, dit Diane, réussissant à faire passer des mots de soutien pour de la condescendance profonde. Tout le monde n'est pas fait pour le leadership. J'ai ravalé un rire, pensant à l'équipe de 300 développeurs qui relevait de mon organisation et au comité exécutif qui mettait en œuvre ma vision stratégique. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête avec appréciation face au soutien de Diane. Le marché pour les talents techniques est en fait plutôt bon, ai-je dit calmement. Je suis à l'aise. Être à l'aise, c'est bien quand on est jeune, répondit mon père. Mais éventuellement, il faut penser à bâtir une vraie fortune, propriété, investissement, planification de la retraite. En parlant de propriété, intervint Benoît avec aisance. Nous venons de finaliser l'achat d'un magnifique terrain au bord d'un lac dans les Alpes, 1,2 hectares avec accès privé à l'eau. Nous allons commencer la construction d'une maison de vacances ce printemps. Et juste comme ça, la conversation est revenue aux réalisations de ceux qui avaient suivi la voie approuvée. Le plat principal arriva, un filet de bœuf parfaitement cuit avec des légumes rôtis et des pommes de terre infusées à la truffe. J'ai mangé en silence, observant la dynamique familiale avec l'intérêt détaché d'une anthropologue. Diane dominait la conversation, détaillant les réalisations de ses enfants dans leur école privée exclusive et sa récente victoire dans une affaire d'entreprise très médiatisée. Chaque histoire était conçue pour souligner son succès tout en ayant l'air humble, une compétence qu'elle avait maîtrisée au fil des années de pratique. Le juge a même cité mon argument de précédent dans sa décision, a-t-elle conclu, acceptant les murmures appréciatifs avec un sourire modeste. Mais assez de mes ennuyeuses affaires juridiques. Christine, raconte-nous ta vie. Des développements intéressants? Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant. Le piège était tendu. Tout ce que je pourrais partager de significatif pâlirait en comparaison de ce qui avait déjà été discuté. Toute chose modeste confirmerait leur évaluation de mon succès limité. Le travail me garde occupé, ai-je répondu. Mais j'apprécie ce que je fais. Et ta vie personnelle, insista ma mère. Un quelqu'un de spécial? Tu ne rajeunis pas, chérie. Diane jeta un regard affectueux à Benoît. Avoir un partenaire qui vous soutient fait une telle différence pour bâtir une vie réussie. Benoît a été essentiel à mon avancement professionnel. Il gère tellement de choses à la maison quand j'ai de grosses affaires. Les bonnes relations comptent aussi, ajouta mon père. Benoît a présenté Diane aux Villefranche, ce qui a permis à son cabinet de décrocher leur compte d'entreprise. Le réseautage est primordial pour bâtir une carrière. Je suis sûre que Christine rencontre des gens intéressants dans le domaine technique, offrit ma cousine Mélissa. Essayant d'être gentille, mais manquant complètement la cible. Principalement d'autres informaticiens, j'imagine, dit Diane avec un petit rire. Bien que je suppose que ce monde ait sa propre version du succès. Le second vin de la soirée était servi. Un millésime rare que mon père commença à expliquer en détail. Je l'ai reconnu immédiatement, ayant ajouté plusieurs caisses à ma propre collection l'année dernière, mais j'ai gardé une expression de politesse ignorante tandis qu'il instruisait la table sur sa provenance et ses notes de dégustation. Ce vignoble particulier ne produit que 800 bouteilles par an, expliqua-t-il. Leur liste d'attente pour les allocations est assez exclusive. À mesure que le dîner progressait à travers ces plats soigneusement orchestrés, la conversation continuait son schéma prévisible. Des accomplissements étaient partagés, des noms de relations influentes étaient cités, et des comparaisons subtiles étaient faites. À travers tout cela,
j'ai maintenu mon rôle de fille qui n'avait pas réussi, le membre de la famille qui avait choisi un chemin alternatif incompréhensible, et qui en payait maintenant le prix en statut réduit et limitation financière. Ils étaient loin de se douter qu'en moins de 24 heures, tout allait changer. Cette pensée me faisait sourire à travers chaque insulte à peine voilée et chaque expression de préoccupation pour mon avenir. Alors que le dessert était servi, une création chocolatée élaborée, accompagnée de fruits rouges frais et de feuilles d'or, la conversation s'est orientée plus directement vers les finances. Mon père avait toujours cru que parler d'argent était approprié en famille, une philosophie qui avait permis des décennies de comparaisons subtiles et d'évaluation de statut. Benoît et moi envisageons d'établir des placements financiers pour les enfants, annonça Diane, prélevant une quantité précise de dessert avec sa fourchette. Avec les implications fiscales actuelles, il est judicieux de commencer le transfert de patrimoine tôt. Une sage décision, hocha la tête mon père d'un air approbateur. Nous avons commencé les vôtres à votre naissance, bien que, bien sûr, Christine ait accédé au sien plus tôt. Pourquoi déjà, ma chère ? Cette aventure informatique qui n'a pas abouti. C'était une déformation délibérée. Je n'avais jamais touché à mes placements financiers, qui étaient restés intacts, mais modestes comparés à ce que Diane avait reçu au fil des ans par diverses additions que mes parents avaient faites pour récompenser ses choix. En fait, je n'ai jamais utilisé les placements financiers, ai-je corrigé calmement. Je voulais bâtir quelque chose par mes propres mérites. Diane rit légèrement. Oui, ta fameuse indépendance. Bien que, si je me souviens bien, cette indépendance a conduit à des moments plutôt difficiles. Maman m'a dit que tu faisais tes courses dans des supermarchés discount pendant un bon bout de temps. Ma mère eut la grâce de paraître légèrement embarrassée. Je ne l'ai mentionné que parce que j'étais inquiète, ma chérie. Il n'y a pas de honte à accepter le soutien familial pendant les périodes difficiles. Je me souviens de ces jours, continua Diane, s'échauffant sur son sujet. N'y a-t-il pas eu une période où tu étais en fait sous aide sociale ? Des bons alimentaires, n'est-ce pas ? La table devint momentanément silencieuse. Même dans cette famille, mentionner directement les difficultés financières de quelqu'un franchissait une ligne. Mais Diane avait toujours su exactement jusqu'où elle pouvait pousser tout en maintenant une dénégation plausible. Diane, murmura ma mère dans une protestation de pure forme. Quoi ? Je ne juge pas, répondit Diane avec une innocence feinte. Beaucoup de gens ont besoin d'aide parfois. Je pense juste qu'il est important de reconnaître que choisir certaines voies a des conséquences. Mon travail avec l'œuvre de bienfaisance pour l'enfance m'a montré à quelle vitesse les circonstances financières peuvent se détériorer sans une planification adéquate. Benoît hocha la tête en signe de soutien. Les statistiques sur l'échec entrepreneurial sont assez édifiantes. Plus de 90% des startups échouent dans les 5 premières années. Sans soutien familial ou capital personnel significatif, les chiffres sont encore pires, c'est pourquoi nous insistons toujours sur l'importance de faire des choix prudents, ajouta mon père, me regardant directement. La sécurité doit toujours primer sur le risque. J'ai pris une lente gorgée d'eau, réfléchissant à ma réponse. Pendant des années, j'avais laissé passer des commentaires comme ceux-ci, sachant qu'un jour, la vérité éclaterait. Maintenant, ce jour était littéralement à quelques heures. Une partie de moi voulait mettre fin immédiatement à la mascarade, sortir mon téléphone et leur montrer l'aperçu numérique de la couverture de Capital de demain. Mais une partie plus profonde, celle qui avait enduré des années de leur jugement, voulait qu'ils s'engagent pleinement dans leur récit avant que tout ne s'effondre. J'ai beaucoup appris pendant ces moments difficiles, ai-je dit avec précaution. Je suis sûre que oui, répondit Diane, son ton dégoulinant de condescendance. Et pourtant, nous y voilà, quoi, 10 ans plus tard ? Toujours le même travail, toujours locataire plutôt que propriétaire, toujours la même vieille voiture. Certaines personnes privilégient des choses différentes, intervint ma cousine Mélissa, essayant de désamorcer la tension. Diane l'ignora. Diane, dit Benoît tranquillement, sentant peut-être qu'elle allait trop loin. Elle l'ignora aussi. Je veux dire, tu utilises toujours des bons alimentaires ? Demanda Diane avec un petit rire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce que si les choses sont toujours aussi serrées, nous pourrions t'aider à trouver un poste plus adapté à tes qualifications.
Benoît connaît plusieurs entreprises qui ont besoin de personnel administratif. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux tintement de l'argenterie. Tout le monde avait l'air mal à l'aise, mais personne ne contredit Diane. Mon père examina son verre de vin avec un intérêt soudain. Ma mère arrangea sa serviette sur ses genoux. L'oncle Henri et sa femme échangèrent des regards. J'ai pensé à tous les moments qui avaient mené à celui-ci. Les nuits où j'avais dormi sur un matelas à même le sol dans mon premier bureau. Les investisseurs qui m'avaient rejeté sans même regarder mon prototype. Les premiers employés qui avaient misé sur ma vision alors que nous pouvions à peine payer les salaires. La croissance progressive et durement acquise de Cybervision, d'un pari désespéré à un leader mondial de la cybersécurité. Et soudain, je me suis senti calme. Ces gens, avec leur définition étroite du succès et leur vie soigneusement construite, n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Leur jugement était basé sur une fiction que j'avais laissée perdurer, et, en quelques heures, cette fiction allait s'évaporer. Avant que je ne puisse répondre aux commentaires de Diane sur les bons alimentaires, Jacques apparut dans l'embrasure de la porte avec une formalité inhabituelle, même pour lui. « Excusez l'interruption », dit-il, sa voix portant clairement à travers la salle à manger. Une livraison spéciale est arrivée pour mademoiselle Christine. Tous les regards se tournèrent vers lui, puis vers moi. Je n'avais organisé aucune livraison, et pendant un instant, j'étais vraiment confuse. Jacques s'écarta, et un autre membre du personnel entra, portant un magazine, sa couverture tournée loin de la table. Le timing était si parfait qu'il semblait orchestré, bien que je savais que ce devait être une coïncidence. C'était marqué urgent, expliqua Jacques, son expression ne révélant rien alors que le serveur s'approchait de mon siège. Le coursier a insisté pour qu'il soit livré immédiatement. Alors que le serveur tournait le magazine pour me le tendre, la couverture de Capital devint visible pour tous à table. Mon portrait professionnel les fixait, aux côtés du titre audacieux, « Découvrez la PDG milliardaire la plus secrète de la tech ». Le silence qui s'ensuivit fut absolu. J'ai accepté le magazine d'une main ferme, remerciant le serveur comme si recevoir une copie avancée de Capital avec moi en couverture était un événement quotidien. Levant les yeux, j'ai examiné le tableau figé autour de la table. Chaque visage exprimait le choc à sa manière unique. Mon père avait été à mi-gorgée lorsque le magazine est apparu. Il était maintenant immobile, son verre de vin toujours levé, son teint rougissant alors qu'il assimilait ce qu'il voyait. À côté de lui, le sang-froid parfaitement maintenu de ma mère avait cédé, sa bouche légèrement ouverte, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Diane eut la réaction la plus dramatique. Toute couleur avait déserté son visage, la laissant pâle comme de la porcelaine sous son maquillage impeccable. Ses yeux passaient du magazine à mon visage et vice-versa, comme si elle cherchait des preuves d'une blague élaborée. Benoît semblait tout aussi stupéfait, son expression habituellement confiante remplacée par une confusion totale. L'oncle Henri fut le premier à rompre le silence avec un rire étonné. « Bon sang, c'est vrai ?» J'ai posé le magazine sur la table, laissant la couverture entièrement visible pour tous. « Il semble que la date de publication ait été avancée », ai-je dit calmement. « Cela devait sortir en kiosque demain matin. »« C'est toi ?» Ma mère eut du mal à former une phrase cohérente, gesticulant impuissante vers le magazine. Mon père abaissa enfin son verre de vin, une partie de son contenu s'étant renversée sur la nappe blanche pendant son moment de choc figé. « Christine, dit-il, sa voix autoritaire inhabituellement incertaine. Qu'est-ce qui se passe exactement ici ? » J'ai pris une profonde inspiration, savourant ce moment que j'avais imaginé d'innombrables fois au fil des ans. Je suis la fondatrice et PDG de Cybervision. Depuis le début. La mystérieuse C. Dubois dont les revues technologiques spéculent depuis des années. C'est moi, Christine Elisabeth Dubois. Mais cette entreprise vaut, commença Benoît, son esprit financier calculant immédiatement. D'après notre dernière évaluation, un peu plus de 11 milliards, ai-je complété pour lui. L'article estime ma fortune personnelle à 4,2 milliards d'euros, bien que ce soit plutôt une estimation conservatrice. Diane émit un petit son étranglé. Ma cousine Mélissa haleta audiblement. Autour de la table, les expressions allaient de l'étonnement à l'incrédulité, en passant par les premières lueurs de la recalculation.
Pourquoi as-tu gardé cela secret, réussit enfin ma mère. De ta propre famille? C'était la question que j'avais anticipée. Et pourtant, l'entendre prononcer à voix haute m'a fait réaliser à quel point ils avaient échoué à me comprendre. Même maintenant, la réponse me semblait si évidente que l'articuler était difficile. Quand j'ai lancé Cybervision, personne dans cette famille ne croyait en moi ou en ma vision, ai-je dit simplement. La décision de rester anonyme en tant que PDG était initialement une stratégie commerciale. Dans une industrie dominée par les hommes, être une jeune femme fondatrice créait des obstacles inutiles. N'utiliser que mes initiales et maintenir la confidentialité permettait à l'entreprise et à notre technologie d'être évaluées sur leur seul mérite. Mais après ton succès, insista mon père, son esprit d'homme d'affaires s'activant. Pourquoi continuer la mascarade? À ce moment-là, le schéma était bien établi avec cette famille, ai-je répondu, regardant directement Diane. Chaque fête, chaque appel téléphonique, chaque réunion de famille incluait des rappels de la façon dont j'avais échoué à répondre aux attentes, de la façon dont mon choix de quitter notre grande école était une erreur, de la façon dont je n'atteindrais jamais ce que Diane avait accompli. Au bout d'un certain temps, c'est devenu une expérience sociale fascinante. Comment vous traiterais-je tous si vous ne saviez jamais rien de mon succès? Tu nous as délibérément induits en erreur, dit Diane, retrouvant enfin sa voix. Son ton contenait de l'accusation, mais son expression trahissait des émotions plus profondes, choc, embarras et quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la blessure. J'ai simplement choisi de ne pas corriger vos suppositions, ai-je rétorqué. Des suppositions que vous étiez tous trop empressés de faire, basées sur des indicateurs superficiels comme mes vêtements ou ma voiture. Pas une seule fois en 10 ans, personne à cette table n'a posé de questions significatives sur mon travail ou montré un intérêt sincère pour ma vie. La vérité brutale de cette déclaration resta suspendue dans l'air. Mes parents échangèrent des regards mal à l'aise, réévaluant peut-être une décennie d'interaction à travers cette nouvelle lentille. J'ai toujours soutenu tes intérêts informatiques, protesta faiblement ma mère. J'ai dit au Lefebvre le mois dernier à quel point tu étais créative. Dire à d'autres que j'étais créative n'est pas la même chose que me soutenir, maman, ai-je répondu gentiment. Quand j'avais besoin d'un véritable soutien, quand je débutais et luttais, cette famille a clairement fait savoir que j'étais seule. Tu aurais pu nous le dire quand les choses se sont améliorées, argua mon père, son ton suggérant que je l'avais en quelque sorte privé d'une fierté légitime. Cela aurait-il changé la façon dont vous me valorisiez en tant que personne, ai-je demandé. Car de mon point de vue, un enfant ne devrait pas avoir besoin de devenir milliardaire pour gagner le respect de ses parents. Le poids de mes mots s'est abattu sur la table. Pour la première fois peut-être de ma vie d'adulte, j'avais l'attention complète de toute ma famille. Personne ne vérifiait son téléphone, n'échangeait de regards complices, ni n'attendait que je finisse pour ramener la conversation à des réalisations plus impressionnantes. L'oncle Henri brisa la tension avec un grand éclat de rire. Eh bien, je serai damné. Notre Christine, une magnate de la tech déguisée. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Son amusement sincère sembla légèrement modifier l'atmosphère. Ma cousine Mélissa commença à me bombarder de questions sur l'entreprise et ce que nous faisions réellement. Benoît, toujours pragmatique, recalibra visiblement son évaluation de moi, son expression montrant maintenant un vif intérêt plutôt que du dédain. Mes parents restèrent stupéfaits, jetant occasionnellement des regards à la couverture du magazine comme pour confirmer qu'ils n'imaginaient pas les choses. Mon père, entraîné à voir des opportunités dans chaque situation, semblait réécrire mentalement l'histoire familiale, imaginant peut-être déjà comment il dirait à ses amis que sa fille était une milliardaire autodidacte. Seule Diane resta silencieuse, son visage un mélange complexe d'émotions. La sœur qui s'était définie en partie par comparaison avec moi devait maintenant concilier une décennie de supériorité avec cette nouvelle réalité. Alors que le choc initial commençait à se dissiper, les questions devinrent plus spécifiques. Que faisait exactement Cybervision? Comment avais-je maintenu mon anonymat? Valais-je vraiment des milliards? Chaque réponse que je fournissais semblait transformer davantage la façon dont ils me voyaient, leur compréhension révisée prenant forme sous mes yeux. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas Christine la déception. J'étais Christine la femme qui avait réussi, Christine la puissante, Christine digne d'être écoutée.
L'ironie qu'il ait fallu une richesse extrême pour gagner ce respect élémentaire ne m'échappa pas. Alors, toutes ces années où nous pensions que tu étais en difficulté, dit ma mère lentement. Tu construisais en fait l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l'histoire. Je complétais modestement ma vie par choix, pas par nécessité, ai-je ajouté. Et en observant comment les gens vous traitent différemment quand ils pensent que vous n'avez rien à leur offrir. L'ampleur de ce que je disais sembla enfin pénétrer la vision du monde soigneusement construite de mes parents. Mon père, toujours stratégique, fut le premier à tenter une gestion de crise. Eh bien, c'est certainement inattendu mais une merveilleuse nouvelle, dit-il, levant son verre. À Christine, dont le succès a clairement dépassé toutes nos attentes. Nous savions toujours que tu avais du potentiel, ma chère. La tentative transparente de réécrire l'histoire aurait pu fonctionner à un autre moment. Mais ce soir, avec la preuve de leur rejet d'une décennie résonnant encore dans la pièce, elle échoua. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce que je me souviens distinctement qu'on m'a dit que j'avais gâché ma vie, que je ne ferais jamais rien sans les bonnes qualifications et relations, que mon travail n'était que jouer avec des ordinateurs. Mon père abaissa son verre, peu habitué à ce que ses récits révisés soient contestés. Peut-être nous sommes-nous trompés sur certaines choses, concéda ma mère avec précaution. Mais nous ne voulions que ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce que vous pensiez être le mieux, ai-je corrigé. Basé sur une définition très étroite du succès. Diane parla enfin à nouveau, sa voix tendue par des émotions complexes. Je suppose que tu as dû apprécier de nous regarder te sous-estimer toutes ces années. Toute une élaboration de tromperie. Voilà, la tentative de me faire passer pour la méchante de cette histoire, d'encadrer ma vie privée comme de la manipulation plutôt que de l'autopréservation. Mais avant que je ne puisse répondre, un défenseur improbable a pris la parole. Diane, dit Benoît sèchement. Je pense que nous ferions tous bien de réfléchir à la façon dont nous avons traité Christine avant de remettre en question ses choix. Diane regarda son mari sous le choc. Benoît ne l'avait jamais contredite publiquement auparavant. L'alliance entre eux avait toujours été sans faille, leur front uni faisant partie de leur image parfaite. Cette petite fissure révéla à quelle vitesse les dynamiques de pouvoir pouvaient changer. Je n'ai jamais eu l'intention que ce soit un scénario de vengeance, ai-je dit honnêtement. Au début, j'ai gardé mon succès privé parce que je ne voulais pas que cela change la façon dont les gens me traitaient. Je voulais des relations basées sur qui je suis, pas sur ce que j'ai. Mais avec le temps, il est devenu évident que cette famille avait déjà décidé qui j'étais, et aucun succès ordinaire ne changerait cette perception. Alors, tu as attendu d'être en couverture de capital, demanda Diane, une pointe de son habituelle acuité revenant. J'ai accepté l'interview de capital parce qu'il était temps, ai-je expliqué. Cybervision lance le mois prochain un nouveau produit de sécurité grand public qui pourrait aider des millions de personnes à protéger leurs données personnelles. La publicité sert la mission de l'entreprise. Le timing avec le dîner de ce soir était une coïncidence, bien que je ne puisse nier la justice poétique. De l'autre côté de la table, je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit de chaque membre de la famille alors qu'ils traitaient ce que cette révélation signifiait pour eux personnellement. Mon père calculait probablement des connexions commerciales potentielles. Ma mère s'imaginait probablement raconter à ses amis du club de golf. Diane réévaluait notre compétition de toujours. Benoît envisageait des opportunités d'investissement. Aucun d'entre eux, ai-je noté avec un mélange de tristesse et de résignation, ne semblait penser à moi en tant que personne plutôt qu'en tant qu'actif. Certaines choses, semblait-il, même des milliards d'euros, ne pouvaient pas changer. Alors que le choc initial commençait à se dissiper, les réactions familiales se sont diversifiées. Jacques a discrètement demandé au serveur d'apporter le café et les digestifs. Le service normal du dîner se poursuivait autour de notre conversation extraordinaire comme si des PDG de la tech fortunés étaient révélés à la table de la famille Dubois chaque soir. Je ne peux tout simplement pas croire que tu nous aies caché cela si longtemps, répéta ma mère en secouant la tête. Tous ces dîners de fête, ces réunions de famille. C'était amusant pour toi de nous regarder nous inquiéter pour ton avenir ? Ce n'était pas une question d'amusement, maman, ai-je répondu calmement. Et je ne me souviens pas de beaucoup d'inquiétudes sincères, surtout de jugement et de comparaison.
Nous n'avons poussé que parce que nous nous soucions de toi, insista-t-elle. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'il y a une différence entre se soucier du bien-être de quelqu'un et se soucier de la façon dont ses choix vous affectent. Mon père, toujours pragmatique, dépassait déjà les aspects émotionnels de la révélation. Nous devrions discuter de la façon de gérer la publicité, dit-il, passant en mode affaires. La famille sera associée à ton succès. Il y aura une surveillance accrue, des demandes d'interview. J'ai une équipe de relations publiques complète qui gère le lancement, les jeux assurés. Ils sont préparés à l'angle familial. Personne ne vous prendra au dépourvu avec des questions. Ton équipe devrait se coordonner avec les contacts médias de Benoît, intervint Diane, recouvrant rapidement son sang-froid. Il a d'excellentes relations avec plusieurs publications financières qui pourraient fournir une couverture favorable. Et voilà, le pivot que j'avais anticipé, maintenant que mon succès était établi, il tenterait de s'y associer pour revendiquer rétroactivement un rôle dans mes réalisations. Le récit passerait de Christine la déception à Christine l'histoire de succès familial, avec une édition soignée des années intermédiaires. J'ai toujours cru en ton intelligence, continua Diane, son ton soudainement chaleureux et fraternel. Tu te souviens comment je t'aidais avec tes projets scientifiques ? J'ai toujours dit à maman que tu avais un esprit technique. Ce révisionnisme flagrant était presque impressionnant par son audace. Diane n'avait jamais aidé à mes projets. Elle avait à peine reconnu mes réalisations académiques, se concentrant plutôt sur ce qu'elle considérait comme mes échecs sociaux. Étrange, ai-je répondu. Je me souviens que tu me disais que les ordinateurs étaient pour les gens qui ne pouvaient pas gérer de vraies interactions humaines lors du dîner de Noël 2019, je crois. Diane rougit légèrement. Eh bien, j'étais peut-être un peu dure parfois, mais c'est ce que font les sœurs. Se pousser les unes les autres à être meilleures. Est-ce ce que tu faisais quand tu as dit à tes amis que j'étais pratiquement au chômage, ou quand tu as fait ces commentaires sur les bons alimentaires, me poussant à être meilleure ? Un silence inconfortable tomba sur la table. Benoît s'éclaircit la gorge. Je pense que ce que Diane veut dire, c'est que les dynamiques familiales sont compliquées, offrit-il diplomatiquement. Mais maintenant, nous pouvons avancer avec une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension, ai-je répété pensivement. C'est une façon intéressante de le formuler car, de mon point de vue, rien n'a réellement changé en moi ce soir. Je suis la même personne que lorsque je suis arrivée au dîner. La seule chose différente est votre perception de ma valeur. Ce n'est pas juste, Christine, protesta mon père. Comment étions-nous censés savoir ton succès si tu nous l'as délibérément caché ? Vous n'étiez pas censé connaître mon compte en banque, ai-je précisé. Mais vous auriez pu me connaître en tant que personne. Mes valeurs, mes passions, le travail qui donne un sens à ma vie. Aucun de vous n'a jamais posé la question. Ma mère sembla réellement confuse. Nous posions des questions sur ton travail tout le temps. Vous avez demandé quel poste j'occupais et si j'avais été promue, ai-je corrigé. Vous n'avez jamais demandé ce que mon travail représentait pour moi, quels problèmes je résolvais, quel impact j'espérais avoir sur le monde. La distinction sembla la laisser réellement perplexe, ce qui me dit tout sur le fossé entre nos visions du monde. Eh bien, nous posons la question maintenant, dit gentiment l'oncle Henri. Parle-nous de cette entreprise de sécurité. Que fait-elle exactement ? C'était la première question sincère que quelqu'un posait sur mon travail lui-même plutôt que sur ses implications financières. J'ai ressenti un élan soudain d'appréciation pour mon oncle, qui avait toujours été le membre le plus direct de la famille. Nous développons des systèmes d'intelligence artificielle qui prédisent et préviennent les cyberattaques, ai-je expliqué, m'enthousiasmant pour mon sujet. Notre technologie protège tout, des systèmes bancaires aux réseaux hospitaliers et aux infrastructures gouvernementales. L'année dernière seulement, nous avons empêché des attaques qui auraient pu compromettre les données personnelles de plus de 300 millions de personnes. Pendant que je parlais du fond de mon travail, j'ai remarqué une division distincte dans les réactions autour de la table. Mon oncle et ma cousine Mélissa écoutaient avec un intérêt sincère. Benoît prêtait une attention particulière, évaluant probablement des pistes d'investissement potentielles. Mais mes parents et Diane semblaient impatients face aux détails techniques, plus préoccupés par les implications de statut que par l'innovation réelle.
Et cela t'a rendu milliardaire, interrompit mon père, ramenant la conversation à l'aspect financier. Extraordinaire. Nous devrions discuter de ta stratégie d'investissement. J'ai des contacts dans une grande banque d'affaires parisienne qui pourrait t'aider à diversifier tes avoirs. Mon équipe financière gère très bien les choses, merci, ai-je répondu. Mais les conseils de la famille sont différents, insista-t-il. Tu as besoin de gens en qui tu peux avoir confiance. L'ironie de cette déclaration resta suspendue dans l'air. La confiance devait se mériter. Et cette famille m'avait montré à plusieurs reprises que leur évaluation de ma valeur était conditionnelle à des marqueurs externes de succès. En parlant de famille, dit Diane, changeant de tactique en douceur. Il faudra que tu viennes nous rendre visite à Lyon bientôt. Les enfants adoreraient passer du temps avec leur tante qui a réussi. Ils sont à des âges si impressionnables, et avoir des modèles féminins forts est si important. C'étaient les mêmes neveux et nièces avec lesquels elle avait précédemment limité mes contacts, expliquant aux autres, à portée de voix, que tante Christine est encore en train de trouver sa voie, comme si mes choix pouvaient d'une manière ou d'une autre contaminer ses enfants parfaits. Peut-être pourrais-tu parler à leur école, suggéra Diane. Ils ont un merveilleux programme de journée des carrières. Je vérifierai mon emploi du temps, ai-je répondu, sachant que j'étais maintenant réservé pour des mois avec des apparitions médiatiques, des réunions d'investisseurs et des lancements de produits. Tout au long de cette conversation, ma mère était restée inhabituellement silencieuse, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Finalement, elle parla. Je ne comprends juste pas pourquoi tu as senti que tu ne pouvais pas nous le dire, dit-elle. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai entendu une vraie blessure sous le vernis social. Nous sommes tes parents. Nous avons toujours voulu ton bonheur. Ce moment de vulnérabilité m'a prise au dépourvu. Dans tous mes scénarios imaginés de cette révélation, j'avais anticipé de la défensive, des tentatives de réécrire l'histoire, et des pivots rapides pour capitaliser sur mon succès. Je n'avais pas préparé la possibilité de sentiments réellement blessés. Je pense que nous avons des définitions différentes du bonheur, ai-je dit avec précaution. Vous vouliez que je suive un chemin qui vous rendrait fier dans votre cercle social. J'avais besoin de bâtir quelque chose de significatif selon mes propres termes. Et nous n'aurions pas été fiers de ça ? Demanda mon père, désignant le magazine. Auriez-vous soutenu que j'y arrive, ai-je rétorqué. Quand je dormais sur un matelas à même le sol de mon bureau, quand je vivais de nouilles instantanées et travaillais 20 heures par jour, quand 90% des entreprises similaires échouent, où m'auriez-vous poussé à abandonner, à prendre le poste corporatif sûr, à revenir au bercail ? Son silence fut une réponse suffisante. La vérité est, ai-je continué, que cette famille a toujours mesuré la valeur d'une manière très spécifique, les bonnes écoles, la bonne carrière, les bonnes relations, la bonne adresse. J'ai choisi un chemin différent et ce choix a été traité comme un échec personnel plutôt que comme une alternative légitime. Ce n'est pas vrai, protesta Diane. Mais son objection manquait de conviction. N'est-ce pas, ai-je demandé. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un à cette table a exprimé un intérêt sincère pour mon travail avant d'en connaître le résultat financier ? À quand remonte la dernière fois que mes choix ont été respectés plutôt que tolérés ? À quand remonte la dernière fois que j'ai été jugé pour qui je suis plutôt que pour ce que j'ai ? Les questions restèrent suspendues dans l'air. Inconfortables mais nécessaires. Pour la première fois peut-être, je disais ma vérité sans la filtrer à travers le besoin d'approbation. Je pense, dit ma mère lentement, que nous nous sommes peut-être trompés sur certaines choses. Venant d'Éléonore Dubois, cette admission qualifiée était sans précédent. Ma mère avait bâti son identité autour du fait d'avoir raison dans toutes les questions d'importance sociale, ses jugements aussi précisément calibrés que ses arts de la table. J'apprécie cela, ai-je dit, m'adoucissant légèrement. Et j'espère que cela pourra être un tournant dans nos relations, mais cela exigera un réel changement, pas seulement un ajustement basé sur mon compte en banque. Diane, jamais à l'aise avec les moments émotionnels sincères, a rapidement orienté la conversation vers un terrain plus sûr. Alors, vas-tu déménager maintenant, améliorer ton style de vie ? Je connais un merveilleux agent immobilier spécialisé dans les propriétés de luxe. J'aime ma maison, ai-je simplement répondu. Et ma voiture fonctionne parfaitement bien.
Mes choix de style de vie ne sont pas liés à des limitations financières. Ils sont liés à mes valeurs personnelles. Ce concept sembla la laisser réellement perplexe. Dans le monde de Diane, la richesse existait pour être affichée à travers la bonne adresse, la bonne voiture, les bonnes écoles, les bonnes vacances. L'idée que quelqu'un puisse choisir la modestie malgré des ressources considérables ne rentrait pas dans ses schémas de pensée. Mais sûrement que tu feras quelques changements, insista TL. Peut-être une maison de vacances, ou au moins de nouveaux vêtements. J'ai jeté un coup d'œil à mon simple chemisier noir. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements? Rien, rétropédala TL rapidement. Ce n'est juste pas ce que quelqu'un dans ta position porte typiquement. Et quelle est cette position exactement, ai-je demandé, bien que je savais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Une PDG, une milliardaire, dit-elle. Le dernier mot sonnant encore étrange en référence à moi. La liberté de la richesse, lui ai-je dit, c'est de pouvoir décider par soi-même à quoi ressemble le succès, plutôt que de le jouer pour les autres. Alors que le café était servi et que la soirée tirait à sa fin, la conversation s'est fragmentée en discussions plus petites. Benoît m'a accosté à propos d'opportunités d'investissement potentielles. Mon père a fait des suggestions à peine voilées sur des entreprises familiales qui pourraient bénéficier de mes ressources. Ma cousine Mélissa a posé des questions sincèrement intéressantes sur les femmes dans la technologie. À travers tout cela, j'ai maintenu un calme intérieur, ne rejetant pas entièrement ma famille et ne me laissant pas non plus absorber par leurs récits révisés. La vérité était que ces relations étaient complexes, superposées d'une histoire qui ne pouvait être effacée par une seule révélation, aussi dramatique soit-elle. Diane s'est approchée alors que je me préparais à partir, son expression inhabituellement incertaine. « Je te dois des excuses, dit-elle doucement, à l'écart des autres. Certains de mes commentaires au fil des ans ont été méchants. C'était peut-être la chose la plus proche d'une véritable contrition que j'ai jamais entendue de ma sœur, bien que cela restait bien en deçà de la reconnaissance du schéma de comportement complet. Merci de l'avoir dit, ai-je répondu, choisissant de ne pas faciliter les choses en acceptant immédiatement. J'espère que nous pourrons repartir à zéro, continua-t-elle. J'ai toujours admiré ton indépendance, tu sais, même si je n'ai pas toujours compris tes choix. La révision de l'histoire était subtile mais indubitable. Diane n'avait jamais admiré mon indépendance. Elle l'avait condamnée, ridiculisée, utilisée comme preuve de mon incapacité à comprendre comment le monde fonctionnait réellement. J'aimerais une meilleure relation, ai-je dit honnêtement. Mais elle devrait être basée sur qui nous sommes réellement, pas sur qui nous prétendons être pour les apparences. Elle hocha la tête, bien que je n'étais pas entièrement convaincue qu'elle comprenait ce que je voulais dire. Pour Diane, l'apparence et la réalité étaient si étroitement liées depuis si longtemps que les séparer pourrait être réellement difficile. Alors que Jacques m'aidait avec mon manteau, ma mère s'approcha pour un dernier mot. « Viendras-tu au brunch de dimanche prochain ?» demanda-t-elle. Nous avons tant de choses à rattraper. L'invitation était nouvelle. Le brunch du dimanche avait longtemps été réservé à Diane et sa famille, une tradition à laquelle j'étais rarement incluse. Je vérifierai mon calendrier, ai-je promis. Ne m'engageant pas, mais ne refusant pas non plus. Alors que je me préparais à partir, j'ai réalisé que si la soirée s'était déroulée en grande partie comme je l'avais anticipé, les suites seraient plus compliquées que je ne l'avais imaginé. L'argent change tout, dit le proverbe. Et ce soir l'avait prouvé de manière à la fois attendue et surprenante. Marchant vers ma voiture ordinaire dans l'allée circulaire, voyant maintenant le contraste à travers leurs yeux, je me suis demandé si une véritable compréhension familiale était possible ou si nous étions destinés à rester séparés par des valeurs fondamentalement différentes. Quel que soit notre statut financier. La révélation avait été satisfaisante, mais le vrai test serait ce qui se passerait ensuite, quand le choc se dissiperait et que nous aurions tous à décider quel type de relation nous voulions entretenir, toutes les prétentions enfin levées. 3 mois après la spectaculaire révélation de Capital, j'étais assise dans une salle de conférence élégante surplombant la skyline de Toulouse, finalisant les détails du premier cycle de subvention de la Fondation Cybervision. La Fondation, dotée de 200 millions d'euros de mes fonds personnels, apporterait un soutien à des entrepreneurs technologiques prometteurs issus de milieux sous-représentés, avec un accent particulier sur ceux qui, comme moi, avaient rencontré des obstacles importants sur leur chemin.
Le portail de candidature sera en ligne mardi prochain, a confirmé Rachel, ma directrice de fondation, alors qu'elle examinait notre calendrier. Le communiqué de presse est prévu pour lundi matin. Nous avons déjà reçu un intérêt informel de plus de 300 candidats potentiels. Excellent, ai-je hoché la tête, parcourant les critères finalisés. Et le programme de mentorat ? 20 leaders de l'industrie ont confirmé, y compris cette femme occupant des postes de direction dans la technologie. Chaque bénéficiaire d'une subvention sera jumelé à un mentor dont l'expérience correspond à l'orientation de son projet. La fondation représentait tout ce que j'avais souhaité en démarrant ma propre entreprise, un soutien financier sans les contraintes familiales, un mentorat de la part de personnes qui comprenaient les défis techniques. Une connexion à des réseaux qui m'avaient été fermés en tant que femme fondatrice sans le bon profil. Mon téléphone a vibré avec un message entrant de ma mère, confirmant « Brunch de dimanche, 11h. Diane et la famille se joindront à nous. Hâte de te voir. » La relation avec ma famille avait évolué de manière inattendue depuis la nuit de la révélation. Les réactions initiales, un mélange de choc, d'opportunisme et d'histoire révisionniste, avaient progressivement cédé la place à quelque chose de plus nuancé à mesure que la réalité de mon succès s'installait. Mon père, après plusieurs tentatives pour s'immiscer dans mes affaires financières, avait finalement accepté mes limites avec un respect à contre-cœur. Nous avions trouvé un terrain d'entente en discutant de stratégie commerciale en termes généraux. Et bien qu'il suggère encore occasionnellement des opportunités qui bénéficieraient à la famille, il ne prétendait plus diriger mes décisions. Ma mère avait fait l'effort le plus sincère pour reconstruire notre relation. Ses appels hebdomadaires incluaient désormais des questions sur mon travail réel plutôt que sur ma vie sociale. Et bien qu'elle ne comprenne toujours pas pleinement ma technologie, elle avait cessé de la considérer comme un simple hobby informatique. De petits pas, mais significatifs. Diane avait été le cas le plus complexe. Après ses excuses initiales, elle avait oscillé entre un ressentiment compétitif et des tentatives de s'associer à mon succès. Notre relation restait tendue, mais avait trouvé un nouvel équilibre basé sur une reconnaissance mutuelle des schémas passés et des pas hésitants vers quelque chose de plus sain. J'avais établi des limites claires avec chacun d'eux. Les brunchs du dimanche étaient désormais un engagement régulier mais non hebdomadaire. J'assistais aux réunions de famille à mes propres conditions, ne me sentant plus obligée d'absorber les jugements ou les critiques. Plus important encore, j'avais clairement fait savoir que si j'étais ouverte à la reconstruction des relations, je n'utiliserais pas mes ressources pour élever des membres de la famille qui m'avaient rejetée pendant mes années de difficultés. L'article de Capital avait ouvert des portes que je n'avais pas anticipées. En tant que l'une des rares femmes milliardaires de la tech, et avec une histoire inhabituelle, j'avais été invitée à prendre la parole lors de conférences, d'universités et d'événements industriels. Après une décennie d'anonymat délibéré, me montrer en public avait été une adaptation, mais une qui me permettait de défendre les changements auxquels je croyais, notamment en matière de diversité et de leadership technologique. Rachel s'éclaircit la gorge, ramenant mon attention à la réunion. Il y a un dernier point à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Le conseil d'administration demande votre décision concernant l'offre d'acquisition de Mondialtech. Mondialtech, l'un des plus grands conglomérats technologiques au monde, avait récemment approché Cybervision avec une offre qui aurait fait la une des journaux, 18 milliards d'euros, près du double de notre valorisation actuelle. Les conseillers financiers avaient fortement recommandé d'accepter, mais j'avais des réserves quant à l'orientation de l'entreprise sous leur propriété. Ma réponse est toujours non, ai-je dit fermement. Notre mission est trop importante pour être compromise. Nous resterons indépendants et axés sur la sécurité en tant que droit humain, pas seulement un service premium pour ceux qui peuvent se le permettre. Rachel hocha la tête, peu surprise. Je transmettrai cela au conseil d'administration. Votre participation majoritaire fait que c'est votre décision en fin de compte. À la fin de la réunion, je me suis dirigée vers la fenêtre donnant sur la ville où mon voyage avait commencé. L'entrepreneuse en difficulté dormant sur le sol d'un bureau semblait à la fois une vie lointaine et juste hier. La richesse, la reconnaissance, l'influence, tout cela était précieux principalement comme des outils pour créer le changement que je voulais voir dans le monde. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message de Diane. Benoît et moi envisageons d'investir dans une start-up technologique.
Apprécierais tes réflexions si tu as le temps. J'ai souri légèrement au message. Il représentait à la fois un progrès et des problèmes persistants. D'une part, Diane reconnaissait mon expertise et sollicitait mon avis. D'autre part, il y avait toujours un élément de désir d'accès à ce que j'avais, d'essayer de reproduire mon succès maintenant qu'il était vérifié par une validation externe. J'ai répondu par SMS, heureuse d'examiner leur plan d'affaires. Envoie les détails et je prendrai du temps la semaine prochaine. De petits pas, des progrès imparfaits, les vraies relations se construisaient ainsi, pas par des révélations dramatiques ou des transformations instantanées. Plus tard ce soir-là, j'ai conduit ma voiture toujours modeste, que je gardais plus par attachement que par frugalité maintenant, vers un centre de formation professionnelle local où je mentorais un groupe d'étudiants prometteurs en cybersécurité. Aucun d'entre eux n'avait les avantages de ma jeunesse, les écoles privées ou les relations familiales, mais tous avaient la détermination et le talent brut qui importaient davantage. En les regardant résoudre un problème de sécurité complexe, collaborant et remettant en question les hypothèses des uns et des autres, j'ai ressenti un sens de l'objectif plus profond que toute validation que Capital ou ma famille auraient pu fournir. C'était là, finalement, le succès, utiliser ce que j'avais construit pour créer des opportunités pour d'autres, pour multiplier le potentiel plutôt que de simplement accumuler des ressources. Le chemin des bons alimentaires à la couverture de Capital m'avait enseigné des leçons qu'aucune éducation de grande école n'aurait pu me donner, la valeur de la confiance en soi quand personne d'autre ne voit votre vision, l'importance de définir le succès selon ses propres termes. La révélation que l'approbation familiale, bien que désirée, n'est pas nécessaire pour réaliser ses rêves. Et peut-être le plus important, que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes en banque, mais dans l'impact que l'on crée et les vies que l'on touche. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Une notification de mon assistante, rappel, appel investisseur demain, 9h. Lancement produit grand public. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de construire quelque chose de significatif. La couverture de Capital était déjà la nouvelle d'hier. Le commentaire sur les bons alimentaires, un souvenir qui s'estompe. Ce qui restait, c'était le travail, l'objectif, le cheminement continu vers l'avant.